Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts qui concernera notre cours de droit des obligations. Commençons tout de suite avec une courte introduction, le paragraphe 1 et l'approche de la responsabilité civile. Être responsable, c'est assumer les conséquences de ses actes et en prendre compte. Cette responsabilité en droit se traduit par l'obligation de réparer le dommage causé à autrui. Cette obligation est d'origine légale et non contractuelle. Mais être responsable, c'est aussi faire en sorte d'éviter de causer un dommage à autrui. Donc le cœur de la notion de la responsabilité, c'est de réparer le dommage et la prévention du dommage. Pour que la responsabilité existe en droit, il faut un certain nombre de conditions. Nous avons d'abord les conditions positives, qui sont d'abord un fait générateur de responsabilité qui n'est pas nécessairement une faute, un dommage ou un risque de dommage, et qui contient un lien de causalité. Aussi, quelques conditions négatives qui vont permettre d'atténuer ou écarter la responsabilité. Ici, on parle de cause d'exonération, par exemple avec la force majeure. Les effets, si les conditions sont réunies, la responsabilité produit les suivants. D'abord, la prévention du préjudice et ensuite la réparation du préjudice. La terminologie. D'abord, on a la victime, qui est la personne qui subit le dommage. Nous avons également l'auteur du dommage, autrement dit le responsable, et la personne qui cause le dommage. Enfin, nous avons le responsable, qui est la personne qui indemnise la victime ou qui répare le préjudice de la victime. En principe, le responsable, c'est l'auteur du dommage. Mais il peut être une autre personne, par exemple avec la responsabilité des faits d'autrui. Nous avons la distinction entre dommage et préjudice. Pour le professeur, c'est un synonyme, mais certains auteurs ont fait la distinction. Pour eux, le dommage est une notion factuelle qui correspondrait à la lésion subie, par exemple une blessure. En revanche, le préjudice serait la conséquence juridique de cette lésion ou ce dommage qui doit être constaté par le juge. Par exemple, on ne peut pas travailler et on n'a pas d'argent, etc. Il faut savoir que la distinction est née par la loi. L'article L623-1 du Code de la consommation, qui est introduit par la loi Hamon du 17 mars 2014, il précise que l'action du groupe couvre les préjudices matériaux résultant de dommages matériels. On a bien l'impression que les préjudices patrimoniaux sont la conséquence du dommage matériel et ce qui est réparé juridiquement, c'est le préjudice, qui est la notion juridique. Paragraphe 2. La distinction entre la responsabilité civile et les autres responsabilités. La responsabilité civile et responsabilité administrative. La responsabilité civile est la responsabilité encourue par les personnes privées physiques ou morales qui relèvent de la compétence du juge judiciaire et surtout la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La responsabilité administrative est encourue par les personnes morales du droit public lorsqu'elles causent un dommage dans le cadre d'un service public ou lors de l'exécution de travaux publics qui relèvent de la compétence du juge administratif. C'est l'arrêt Blanco qui a consacré l'autonomie de la responsabilité administrative. Parlons alors de la responsabilité civile et la responsabilité pénale. On a d'un côté la responsabilité civile. L'objet de la responsabilité est la réparation d'un dommage ou un objet réparateur. Les parties concernées, on a d'abord le demandeur avec la victime et le défendeur, le responsable. La sanction peut être des dommages-intérêts compensatoires, donc compenser autant que possible le préjudice subi. On le verse à la victime et c'est calqué sur le préjudice subi, peu importe la gravité du comportement. On sanctionne la faute lourde comme la faute légère. Et il y a à la fin une réparation en nature. Par rapport à la responsabilité pénale maintenant, pour l'objet de la responsabilité, on veut sanctionner un comportement nuisible à la société, des infractions pénales comme des crimes, délits ou infractions. On a un objet sanctionnateur ou punitif. Dans les parties concernées, nous avons également un demandeur, ici le ministère public, donc au nom de la société, et un défendeur, le coupable ou le prévenu. Comme sanction, nous avons une amende qui est versée au trésor public avec un caractère intentionnel de l'acte qui revêt un caractère important en matière pénale alors qu'il est plutôt secondaire en matière civile. On fait aussi attention à la gravité du comportement et on sanctionne différemment une faute lourde qu'une faute légère. Les sanctions sont aussi souvent des emprisonnements. Des exemples concrets qui permettent de distinguer la logique des deux. Il ne faut pas opposer la responsabilité civile à la responsabilité pénale. Ils sont complémentaires lorsque le comportement du responsable relève à la fois de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile.
Dans cette hypothèse, la victime a le choix de porter son action soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux répressifs. Et dans ce cas, il faut distinguer l'aspect public et l'aspect civil. C'est un choix donc stratégique. La victime doit prendre en considération les risques et les avantages de chacun. Le fait que le prétendu coupable ne soit pas condamné au pénal n'empêche pas nécessairement la condamnation au civil. Surcroît, l'indemnisation au civil n'empêchera pas le procès pénal, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Comme avantage de l'action pénale, nous avons que l'action publique a vocation de déboucher sur une sanction pénale du comportement, comme par exemple la peine de la prison. En matière de preuve dans un procès pénal, la partie civile est déficit d'une preuve rassemblée par les organes de l'État. Le procureur de la République, la police judiciaire, le juge d'instruction et les experts vont être nommés en cas d'action juridique et vont porter un certain nombre de preuves. Par ailleurs, le procès civil est dominé par le principe de licéité et de loyauté dans l'administration de la preuve. C'est l'article 9 du Code de procédure civile qui prescrit à tout plaideur d'administrer la preuve nécessaire conformément à la loi. Donc, si on obtient une preuve par un moyen qui n'est pas conforme à la loi, on ne peut utiliser cette preuve. Ce principe ne s'applique pas dans le procès pénal. Il y a possibilité d'utiliser les preuves obtenues de façon illicite ou déloyale. Par exemple, on peut se servir d'un document volé. Les inconvénients de l'action pénale. La voie pénale est beaucoup plus longue que le procès civil. La publicité du procès pénal, l'abus d'action devant le juge pénal, qui est plus fortement puni qu'en matière civile, et même lorsque la victime agit devant le juge civil, elle ne peut pas échapper à l'influence du procès pénal sur le procès civil. En effet, si la poursuite est exercée en parallèle par le ministère public, pour les mêmes faits, le juge civil devra surseoir à statuer en attendant la décision définitive du juge pénal. C'est ce qu'on appelle le principe de l'autorité de la chose, jugée au pénal sur le civil. On ne veut pas qu'il y ait une contradiction entre le juge civil et le juge pénal, et donc on donne priorité au juge pénal, et on interdit au juge civil de contredire les points qui forment le soutien de la décision pénale. C'est l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure civile, qui a dit que le criminel tient le civil en état. Paragraphe 3, la finalité du droit de la responsabilité civile. Si l'on veut schématiser, on constate trois tendances. D'abord, nous avons le déclin de la responsabilité individuelle. Ce déclin a été caractérisé par Geneviève Vinet, parce que la faute est de moins en moins prise en considération par le juge. En 1804, les rédacteurs du Code civil ont fondé la responsabilité sur l'idée de faute dans l'ancien article 1382, nouveau article 1240. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ceci montre que l'esprit dans lequel a été conçue la responsabilité civile était un esprit individualiste et libéral qui comportait une dimension morale. L'homme, en tant qu'individu, est un être libre et celui qui, dans l'exercice de sa liberté, a commis une faute doit en assumer les conséquences et la réparer. Il est le responsable. La responsabilité civile a donc une double finalité. Une finalité indemnitaire, réparer un dommage, et une finalité punitive ou préventive, punir celui qui commettait une faute. Donc, l'idée c'est que le développement de la liberté individuelle ne s'accompagne pas d'une baisse de la moralité. Or, la philosophie libérale a été remise en cause à la fin du XIXe siècle parce qu'il y a eu la révolution industrielle dont les dommages causés par les machines étaient de plus en plus nombreux et de plus en plus graves. Le problème est qu'il est devenu de plus en plus difficile de prouver une faute. Et quand bien même la faute était prouvée, la conséquence du dommage était impossible pour l'auteur d'assumer la réparation. La responsabilité civile a dû s'adapter et s'est adaptée par deux directions. D'abord, le déclin du rôle de la faute. On a considéré que la responsabilité civile pourrait être engagée même en absence de fait. C'est l'idée de risque. Il y a des activités qui créent un risque et celui qui profite de ces activités doit en assumer les risques. C'est l'arrêt fondamental de la Cour de cassation, 1896, avec Théfaïne, qui consacre une responsabilité du fait des choses. À partir de cet arrêt, se sont développés des cas de responsabilité sans faute, de plein droit, avec responsabilité objective. Le premier signe du déclin de la faute en cas de responsabilité civile, c'est le développement de la responsabilité objective. Et le deuxième signe, c'est qu'une personne fautive, peu importe que la faute soit imputable à son auteur, peu importe qu'elle soit commise avec de la conscience ou non, peut être responsable civilement, même s'il est dénué de discernement comme un enfant. Ceci ressort de l'article 414.3.
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. Ici, la responsabilité n'apparaît plus comme la contrepartie du libre arbitre. La deuxième direction par laquelle la responsabilité civile s'est adaptée concerne la collectivisation de la responsabilité. Aujourd'hui, et de manière croissante, la responsabilité pèse sur la collectivité au lieu de l'individu. Le principal vecteur réside dans le développement des systèmes d'indemnisation, qui permettent à la collectivité dans son ensemble d'assumer l'indemnisation des victimes. Par exemple, nous avons la sécurité sociale qui prend en charge automatiquement les accidents du travail. Nous avons également les assurances de responsabilité. Aujourd'hui, l'assurance facilite la responsabilité puisqu'on considère qu'on peut facilement engager la responsabilité comme les assurances vont payer. Nous avons également les fonds d'indemnisation. D'abord le FGTI, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Le FGAO, qui créé en 1952 est un fonds de garantie d'assurance obligatoire de dommages. Le FIVA, qui est un fonds d'indemnisation des victimes d'amiante utilisé dans les années 60-70 pour lutter contre les incendies. Malheureusement, l'amiante libère certaines particules qui créent des cancers du poumon. Et on a également comme fonds d'indemnisation l'ONIAM, qui est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Ensuite, comme deuxième tendance, nous avons l'essor de la fonction indemnitaire de la responsabilité civile. Il y a 3 aspects essentiels ici. Premièrement, en droit français, la responsabilité civile a une fonction principale, qui est la réparation des dommages par les dommages et intérêts alloués par le juge, et donc on parle de dommages et intérêts compensatoires. Mais traditionnellement, la responsabilité civile ne peut pas être utilisée pour punir les activités d'actes illicites. Il n'y a pas en droit français des dommages et intérêts punitifs, c'est-à-dire des dommages et intérêts qui sont octroyés au-delà du montant de préjudice pour punir. Ce système existe aux États-Unis. L'arrêt de la première chambre civile, le 1er février 2010 de la Cour de cassation. En espèces, une personne a été condamnée par dommages et intérêts punitifs à l'étranger. Alors la victime veut exécuter cette condamnation en France. On appelle cette procédure par procédure d'exéquatur. Cet arrêt précise que le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs n'est pas contraire à l'ordre public international français, à moins que le montant alloué soit disproportionné par rapport aux dommages subis. En effet, l'intérêt de dommages et intérêts est la réparation, la compensation et non l'enrichissement. Alors il faut avoir une proportionnalité entre la faute et les dommages et intérêts. Deuxièmement, nous avons le principe de la réparation intégrale du dommage qui signifie que le juge ne doit réparer que le dommage, mais l'ensemble du dommage que l'auteur a causé. Ce principe a été soutenu par la Cour européenne des droits de l'homme par un arrêt du 25 juin 2013, Valek contre Belgique. Il y a des hypothèses particulières dans lesquelles le législateur a prévu de limiter les préjudices indemnisables et comme exemple, nous avons d'abord qu'en matière de produits défectueux avec l'ancien article 1386.1 et suivant du Code civil, il y a un système de franchise qui s'applique, c'est-à-dire que celui qui agit sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux doit verser une franchise de 500 €. C'est-à-dire que ces 500 € demeurent en toute hypothèse à la charge de la victime. La question s'est posée en France également avec l'arrêt Perruche. Si un enfant pouvait obtenir une indemnisation du fait qu'il est né, le législateur a dit que non. On limite l'indemnisation de la victime. Il y a une différence en cas de matière contractuelle, avec les dommages prévisibles, et la matière délictuelle, donc réparer la totalité du dommage, peu importe s'il est prévisible ou non. La réparation se fait souvent en équivalent soit par argent, mais peut aussi être une réparation en nature. Troisièmement, contrairement à la plupart des droits étrangers, le droit français ne fait peser sur la victime aucune obligation de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable. C'est ce qu'on appelle l'obligation de minimiser son dommage. L'arrêt du 2 juillet 2014 avec la première chambre civile, en vertu de l'article 1382 du Code civil ancien. L'auteur du dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Le droit à réparation de la victime devient donc un droit fondamental car ce droit s'attache au droit de la vie et au droit d'intégrité corporelle. La troisième et dernière tendance concerne l'essor des fonctions préventives et punitives de la responsabilité civile. Fonction préventive. La responsabilité civile repose sur les risques et à partir de ce moment-là, on peut utiliser la responsabilité civile pour prévenir les dommages.
Cette fonction préventive de la responsabilité civile se développe avec l'essor du principe de précaution qui a une valeur constitutionnelle où l'on prend des mesures pour être certain qu'aucun dommage ne soit subi. La fonction punitive tend à se développer. Le projet de réforme prévoit l'institution d'une amende civile. C'est l'article 1266-1 du projet de réforme qui prévoit la généralisation de l'amende civile et prévoit donc la possibilité pour le juge de condamner l'auteur du dommage à payer une amende civile en cas de faute délibérée en vue d'obtenir un gain ou une économie. Donc, on tente à sanctionner les fautes lucratives. C'est de faire volontairement une faute car cela sera plus enrichissant même en payant des dommages et intérêts. Quatrième paragraphe, la structure du droit de la responsabilité civile. Il y a, en droit de la responsabilité civile, deux principaux corps de règles. Nous avons d'abord le droit commun de la responsabilité civile. C'est ce qu'on appelle les principes généraux de la responsabilité, qui sont des règles présentes dans le Code civil depuis 1804. Ces règles du droit commun se subdivisent en deux grandes catégories. D'abord, la responsabilité contractuelle, c'est la responsabilité qui joue entre contractants lorsque la violation du contrat par l'une des parties cause un dommage à l'autre. Elle fait l'objet des articles 1231 et suivants, ancien article 1147 et suivants. On a également la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ou extra-contractuelle. Ici, elle fait l'objet de 5 articles, articles 1240 à 44 et les anciens articles 1382 à 86. Différence entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Dans certains cas, en matière contractuelle, la victime est dispensée de prouver le préjudice. Par exemple, avec la violation d'obligations de non-concurrence, même sans préjudice, cela entraîne la responsabilité. Mais en matière extra-contractuelle, il faut la preuve d'un dommage ou d'un risque de dommage. Ensuite, nous avons la mise en cause de la responsabilité contractuelle qui suppose préalablement une mise en demeure, tandis qu'aucune mise en demeure n'est requise en matière extra-contractuelle. Ensuite, la compétence des tribunaux obéit à des règles différentes. Ce sont l'article 42 et suivant du Code de procédure civile. En matière contractuelle, c'est le lieu de l'exécution du contrat ou le domicile du défendeur. En matière délictuelle, on peut aussi agir au lieu du domicile du défendeur ou le lieu où le préjudice a été subi. En ce qui concerne le montant de la réparation, en matière délictuelle et quasi-délictuelle, c'est le principe de la réparation intégrale du préjudice, alors qu'en matière contractuelle, seul le préjudice prévisible est réparable. L'idée est de protéger le débiteur contractuel en lui permettant de ne pas répondre des conséquences inattendues de sa faute. De plus, la responsabilité extra-contractuelle est impérative, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger. Dernière distinction, l'action délictuelle se prescrivait par 10 ans, tandis que l'action contractuelle se prescrivait par 30 ans. Mais la réforme de 2008 a unifié le délai pour 5 ans. La règle de non-cumulation des responsabilités. Il n'est pas possible pour une victime de choisir son régime de responsabilité. Cette solution est évidente lorsqu'il n'y a pas de contrat. En revanche, c'est plus compliqué lorsqu'il y a un contrat, parce que lorsqu'un co-contractant commet une faute contractuelle, dans le cadre de l'exécution du contrat, évidemment la responsabilité contractuelle va être applicable, mais la question qui s'est posée, c'est est-ce que la faute contractuelle peut être considérée comme une faute au sens délictuel et susceptible de justifier la mise en jeu de la responsabilité extra-contractuelle. L'article 1240 dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Est-ce que la faute contractuelle constitue un fait quelconque de l'homme? Alors on peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais aussi la responsabilité délictuelle. Il est évident qu'on ne peut pas agir sur les deux responsabilités en même temps, et c'est pour cela qu'on parle de non-cumul. La Cour de cassation a répondu par la négative pour cette dernière. La faute contractuelle n'est pas assimilable à la faute au sens de l'article 1240 du Code civil. L'arrêt du principe de la première chambre civile du 11 janvier 1989 a estimé que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt des règles de la responsabilité délictuelle. Alors il y a une priorité et non une primauté de responsabilité contractuelle dans le cadre du contrat. Le terme est mal choisi parce que le problème n'est pas de savoir si le créancier d'une obligation contractuelle peut faire condamner 2 fois le débiteur, mais la question est plutôt de savoir si le créancier d'une obligation contractuelle inexécutée
peut choisir entre les règles de la responsabilité contractuelle et les règles de la responsabilité extra-contractuelle? La réponse est négative. Pourquoi? En effet, on ne veut pas que la victime échappe aux contraintes du contrat en recourant au régime plus souple de la responsabilité extra-contractuelle. Derrière cela, on a le principe fondamental de la force obligatoire du contrat. À partir du moment qu'on a une force obligatoire du contrat, il faut passer par la responsabilité propre au contrat. C'est l'article 1103 du Code civil. Voir l'arrêt du 8 mars 2018, et cet arrêt est particulier car un préposé a commis un dommage à un tiers, donc on doit engager la responsabilité du commettant du fait d'autrui, mais la particularité c'est que le commettant a une relation contractuelle avec la tierce victime, alors que le juge a agi sur la responsabilité contractuelle. Qualification de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Il y a plusieurs conditions pour qu'on soit en présence de la responsabilité contractuelle. Tout d'abord, il faut un contrat. Deuxièmement, il faut que le contrat ne doit pas avoir été annulé. La nullité est rétroactive. Troisièmement, le dommage invoqué doit être la conséquence de l'inexécution d'une obligation contractuelle. C'est pour cela que la responsabilité précontractuelle est une responsabilité extra-contractuelle. La réticence dolosive est une responsabilité extra-contractuelle. L'arrêt de la deuxième chambre civile, 5 juin 1991, il s'agit d'une responsabilité délictuelle, le préjudice ou l'atteinte à l'honneur que la personne a subi n'est pas lié à l'exécution du contrat. Quatrièmement, la demande en réparation doit être formée par le créancier de l'obligation violée. Généralement un contractant, mais il peut s'agir d'autres personnes qui n'ont pas conclu le contrat. Par exemple, le bénéficiaire de la stipulation pour autrui. Exemple, première chambre civile, 9 octobre 1979. Lamborghini. On a considéré une action faite par un acheteur d'un cessionnaire contre le fabricant comme directe. Arrêt de l'Assemblée plénière du 6 octobre 2006, Bootshop. L'Assemblée plénière répond par cet arrêt qu'il est possible pour un tiers au contrat d'engager la responsabilité extra-contractuelle d'une partie à un contrat pour une violation d'une obligation contractuelle. L'arrêt consacre l'assimilation totale des fautes contractuelles et délictuelles. Cet arrêt de Bootshop considère qu'un manquement contractuel est également une faute contractuelle à l'égard des tiers. Et ces tiers peuvent se prévaloir de cette faute pour engager la responsabilité extra-contractuelle de l'auteur du dommage. Cette solution a été critiquée par notamment toute la doctrine française parce qu'il aboutit à un résultat injuste car très défavorable aux débiteurs contractuels et très favorable aux tiers. Cette décision instaure un déséquilibre au profit des tiers car le tiers peut agir sur le fondement d'une faute contractuelle. Il peut opposer le contrat au co-contractant, mais le co-contractant qui est fautif, normalement, ne pourra pas se défendre. Ensuite, la cinquième et dernière condition pour qu'on soit en présence de la responsabilité contractuelle, c'est qu'il faut nécessairement que la demande soit formée contre le débiteur de l'obligation contractuelle. Le deuxième principal corps de règles de la responsabilité civile concerne les régimes spéciaux de la responsabilité civile. Le régime général est parfois insuffisant pour certains cas particuliers et donc la loi a instauré des régimes spéciaux qui sont plus récents et qui sont généralement propres à un domaine donné. Ces régimes spéciaux résultent des textes nationaux ou des textes internationaux. Nous avons par exemple la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, la loi du 9 avril 1988 sur les accidents du travail, la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, ou encore la loi du 19 mai 1998 qui transpose une directive européenne du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Et voilà pour ce premier podcast et donc l'introduction de notre cours. Dans le second podcast, on parlera de la première partie du cours avec le droit commun de la responsabilité civile extra-contractuelle. Je vous souhaite une bonne étude, une bonne journée. Ciao, ciao.